Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour explorer les bases fondamentales des langages de programmation Python. Que vous soyez débutant, complet ou que vous cherchiez simplement à rafraîchir vos connaissances, cette vidéo est faite pour vous. Alors, commençons sans plus tarder. On va déjà commencer par une petite introduction à Python. C'est un langage qui a été créé en 1991 par Guido van Rossum et il est devenu depuis un langage très populaire de par sa simplicité, sa communauté très polyvalente et ainsi que son utilisation très large. On peut l'utiliser dans plusieurs domaines, allant de l'automatisation de certaines tâches sur votre ordinateur à l'analyse des données jusqu'à l'intelligence artificielle que nous avons aujourd'hui. Avant de plonger dans le code, commençons déjà par installer notre environnement. Donc, pour commencer, nous allons sur le site de python.org pour télécharger et installer notre environnement avec Python. Donc, pour tout ça, c'est très simple. Il faut aller sur le site de Python. Donc, comme vous le voyez ici, vous pouvez aller sur téléchargement. Moi, j'ai déjà téléchargé. Donc, il faut juste cliquer sur téléchargement et vous aurez la fenêtre pour télécharger votre logiciel Python. Vous l'exécutez, vous l'installez, c'est très simple à faire. Une fois que c'est fait, nous pouvons commencer par lancer notre première commande. Donc, pour utiliser notre première ligne de code, c'est très simple. Soit on lance notre terminal ici, donc soit on lance une commande de terminal, soit, pardon, hop, elle est ici. Donc, soit on lance une commande terminal, on peut lancer CMD, et du coup, vous avez l'invite de commande sur laquelle vous pouvez travailler, ou vous pouvez utiliser l'éditeur Idle qui est fourni par Python. Donc, Idle est fourni par Python, une fois installé. Et cette invite de commande vous permettra de taper plusieurs commandes sur votre terminal. Donc, comme nous avons dit, donc pour taper notre première commande, on va commencer par une commande très simple qui est print, c'est-à-dire bonjour, et on ferme la parenthèse. En fait, c'est la première commande qu'on va taper. Donc, print, ça veut dire afficher, et à l'intérieur, on met le texte qu'on veut afficher. Et là, ça va nous afficher ce que nous avons demandé. Est-ce que c'est clair? Donc là, c'est très simple comme exercice. Par la suite, on va voir des informations un peu plus complexes sur Python et on va voir comment les utiliser en tapant directement dans la ligne de commande. Ça vous permettra de vous familiariser petit à petit avec la syntaxe de Python et dans d'autres vidéos, nous allons faire, on va dire, des programmes un peu plus complexes qui vous permettront d'approfondir vos connaissances. Allons voir maintenant ce que c'est que les variables en Python. En Python, on peut utiliser des variables comme d'autres langages de programmation pour stocker des données. Par exemple, ici, dans l'exemple que nous avons affiché, on a 4 variables, même 5. Donc, la première variable est âge, qui nous dit qu'on peut utiliser pour donner l'âge de quelqu'un. Et donc là, c'est un entier. Donner le nom de quelqu'un, et là, c'est une chaîne de caractères. Donner la longueur de quelqu'un, et là, donc, c'est une partie décimale. Et on dit, est-ce que c'est une personne qui est étudiante? Et là, c'est un booléen. Il faut voir donc les variables comme des contenants pour stocker des données et définissez une variable et montrer comment euh, elle peut fonctionner. C'est assez simple, comme on vient de le voir, et vous pouvez les tester directement sur la console. Par exemple, on va taper la même chose que nous avons ici. Donc, on va taper âge égale 25. On va taper name égale Alice. On n'a pas besoin de tout taper le reste, on peut juste rester là déjà pour afficher un exemple simple sans trop se compliquer. Et ensuite, on peut même faire un affichage un peu plus sympa. Donc là, en syntaxe de Python, on dit affiche-moi le nom et l'âge de la personne. Donc la fonction print prend uniquement des chaînes de caractères et c'est pour ça qu'on a utilisé une fonction qui s'appelle str pour convertir un entier en chaîne de caractères pour afficher donc l'information complète qui dit Alice a 25 ans. Il faut noter que
dans Python, la conversion de type de données est automatique, c'est-à-dire on n'a pas besoin de définir le type des variables. Par exemple, dans d'autres langages comme le C++, on doit forcément dire que âge est un entier avant de lui donner une valeur entière. Là, Python arrive à comprendre automatiquement le type de variable en fonction de la valeur qu'on lui donne. Et on a une autre fonction qui s'appelle typeof qui nous permettra de voir le type de la variable qu'on pourra tester plus tard si vous le souhaitez. Maintenant qu'on a vu les variables, nous pouvons aller voir directement ce qu'on appelle les structures de contrôle. Les structures de contrôle nous permettent d'aller vérifier une donnée dans une variable avant d'effectuer des opérations. Par exemple, si on prend donc l'exemple que nous avions tout à l'heure ici avec âge, on peut utiliser la variable âge pour faire certaines opérations avec des structures de contrôle. Donc les structures de contrôle sont par exemple ce qu'on appelle if, while et for. Donc l'utilisation de if est assez simple ici. Donc, hop. Donc là, je connais le code ici qui veut dire, on dit si âge est inférieur à 18 ans, on dit que la personne est mineure. Si l'âge est égal à 18 ans, on va lui afficher un message disant que vous venez juste d'avoir 18 ans. Et si la personne ne rentre dans aucune des deux premières conditions, elle est forcément dans la troisième condition, et on lui dira que vous êtes majeur. En modifiant la variable âge, on rentrera dans les deux autres conditions, mineur et que vous avez 18 ans. Vous avez vu donc comment, en modifiant la variable âge, on peut exécuter différentes parties de la structure de contrôle que nous avions qui est if. Donc, bien sûr, ici, il faut juste savoir que if, ça veut dire si en anglais. Else if, ça veut dire sinon si. Et else à la fin, ça veut dire si aucune des autres conditions précédentes n'a fonctionné, on va rentrer par défaut dans la dernière condition. Maintenant, allons voir les autres structures de contrôle qui sont while et off, et for, pardon. Donc, pour la fonction for, c'est une fonction qui dit pour chaque élément d'une liste, par exemple, ici, nous avons défini une liste de fruits et on exécute la boucle for qui dit pour chaque fruit, ici, qui est dans la liste fruits que nous avons définie juste là, affichez-moi un fruit. Vous pouvez exécuter ce code vous-même et voir que ça affiche les différents fruits. Notre structure de contrôle qui est while, qui est un peu différente, même si le fonctionnement est un peu similaire, c'est que c'est une structure de contrôle qui s'exécute tant que la condition est vraie. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons définir un compteur à 0, et on dit, tant que le compteur est inférieur à 5, donc là c'est strictement inférieur à 5, on va afficher le compteur. Et on va incrémenter le compteur à la fin de chaque boucle. Donc ici, on voit bien que la boucle va s'exécuter 5 fois. Donc allons de 0 à 4. Donc ça va. Donc on va s'exécuter, on va rentrer dans la boucle la première fois parce que le compteur est inférieur à 5, vu qu'on l'a défini à 0, on va afficher 0, on va incrémenter, et on va passer à la deuxième fois pour tester, on va voir que 1 est inférieur à 5, etc., jusqu'à arriver à 5. Comme 5 n'est pas inférieur à 5, la boucle va s'arrêter. Maintenant que nous avons vu comment on structure notre code avec des if, des while et des for, on peut aller voir comment on structure aussi notre code avec des données. Ici, donc dans les structures de données, que nous avons déjà vu en fait juste dans les exemples précédents, les structures de données, c'est comment on organise nos données dans notre code. Ici, par exemple, on voit que fruit est une structure de données, ça s'appelle une liste qui permet de regrouper un ensemble d'éléments similaires et pouvoir les parcourir ou les afficher quand on en a besoin. On peut aussi ajouter des éléments à notre structure de données. Donc là, on a dans le premier affichage, on voit bien que le premier élément de la liste, c'est pomme. Et si on affiche la liste entière, on va voir les 3 éléments. On peut ajouter un élément et afficher, et ça va nous afficher les 4 éléments. Voyons un peu en détail les différentes structures de données. Le premier type de structure de données sont les listes. Les listes sont des collections ordonnées d'éléments. Elles peuvent contenir différents types de données, nombres, chaînes de caractères et autres listes. Donc une liste peut contenir d'autres listes également. Et ce sont des structures qu'on dit mutables, c'est-à-dire qu'elles peuvent être modifiées après leur création. On peut en ajouter, supprimer des éléments. Comme on voit ici dans l'exemple, on a créé une liste de nombres allant de 1 à 5. On peut afficher le premier élément. Après, on peut en ajouter. Donc, l'ajout se fait toujours à la fin. D'autres types de données sont les tuples. Les tuples sont similaires aux listes, mais elles sont immutables. Une fois créées, vous ne pouvez pas en ajouter, supprimer ou modifier les éléments. Et ce sont en fait des éléments liés.
Là, on a créé, par exemple, qui sont utiles, par exemple, pour voilà, définir les coordonnées. On dit que nous avons défini les coordonnées 4, 5. On peut afficher le premier élément ou le deuxième avec, avec les crochets. Et si nous ne faisons rien du tout, on va afficher les deux coordonnées. Donc, comme on peut voir ici, un autre type de, de structure de données et qui est très puissant et qui est le plus utilisé, déjà personnellement c'est ce que j'utilise le plus, c'est les dictionnaires. Ce sont des collections non ordonnées d'éléments sous forme de paires clés-valeurs. Les clés sont uniques pour chaque dictionnaire. Donc, un dictionnaire doit contenir des clés qui sont uniques et pour chaque clé, on a une valeur. Par exemple, ici, on a défini une structure étudiant qui contient plusieurs clés-valeurs et les clés sont donc ce qu'on appelle les champs, par exemple nom, âge et filière, et on définit les valeurs pour ces clés-là. Donc, ce qui voudra dire que si on veut afficher uniquement le nom de l'étudiant, on va juste dire étudiant crochet nom et ça va nous afficher le nom de l'étudiant. Si on veut afficher l'âge, on va faire juste étudiant crochet âge pour afficher l'âge et on peut aussi modifier, comme le montre l'exemple ici. Et on peut par exemple tester ce code, par exemple. Donc c'est facile à étudier. C'est ça l'avantage que nous avons avec notre console ici, c'est que en regardant des exemples, on peut aussi les tester. Donc là, je colle la partie étudiant avec différentes informations et je peux lui dire d'afficher étudiant. Et là, ça va nous afficher les informations, nom, prénom, etc. Et on peut lui dire que je veux afficher uniquement le nom. Donc voilà, ça, ce sont les dictionnaires et ça permet de trouver des valeurs de manière plus rapide. La dernière structure que nous allons voir est un peu particulière, ce que nous appelons les ensembles. Ça ressemble aux listes, sauf que ça contient des éléments uniques non ordonnés. C'est-à-dire quand on va ajouter plusieurs fois des éléments à la liste, donc si ce sont les mêmes éléments, ils ne vont pas être ajoutés. On va avoir uniquement des éléments uniques. Donc là, on peut faire un exemple rapide pour cette structure un peu particulière, parce que dans les listes, quand on ajoute un élément, on peut en avoir des doublons, alors que dans la structure, on n'en a pas. Donc là, on fait un exemple avec la structure d'ensemble. Et si je fais maintenant add, et on va ajouter par exemple pomme, il est déjà dans la liste, on affiche fruit, on voit bien que pomme n'a pas été ajoutée en doublon, contrairement aux listes. Donc si on remplace notre, notre liste ici, qui est, euh, qui est un ensemble par une liste standard, donc pour la remplacer par une liste standard, on va juste mettre des crochets au lieu d'accolade. Donc là, on peut afficher, on va sélectionner ici, donc on peut juste reprendre la même ligne, ah, tac, hop, la même ligne, et donc on voit bien qu'on affiche la même chose. Si maintenant je fais fruit, et pour la liste, c'est append et non pas add, d'accord? Et on affiche une deuxième fois notre liste. On voit bien que c'est une liste ordonnée. Donc nous avons ce que nous avions mis au départ, et ensuite on a une deuxième fois pomme qui est déjà en début de liste. Donc si vous voulez avoir une liste où on n'aura pas de doublons, c'est la meilleure solution pour ça. Même si après on a des algorithmes qui permettent de supprimer les doublons dans des listes, etc., que nous pourrons voir plus tard dans des exercices sur les algorithmes avec Python. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons vu des exemples simples, que ce soit les variables, les structures de données, dans les listes, les dictionnaires, etc. Et tout ça, en fait, on l'a vu d'une manière un peu rapide pour voir juste la structure, la syntaxe, pour pouvoir l'exécuter sur le terminal idle, qui on peut aussi l'exécuter sur le terminal Windows. Mais l'idéal après, ce sera d'avoir un environnement de développement plus sympa qui vous permettra d'avoir la complétion automatique quand vous tapez du code, la correction, etc. Là, on a fait juste un exemple rapide
pour vous familiariser avec la syntaxe Python. Et ce qui est important dans n'importe quel langage de programmation, ce sont les fonctions. En fait, les fonctions sont essentielles en programmation. Elles permettent de regrouper les blocs de code pour être réutilisés. Définissez une fonction simple qui prend un nom en entrée et envoie un message personnalisé. C'est assez simple à faire. Vous pouvez reprendre ce code-là et le faire. Donc là, on dit c'est une fonction qui permettra d'accueillir quelqu'un. Donc on donne juste le nom et on va avoir affiché bonjour, le nom. Et on n'a pas besoin de retaper 1000 fois le même code. Donc si on prend un exemple ici, qu'on avait vu au départ quand on a fait la fonction if, ici, si vous voyez, j'ai tapé plusieurs fois le même bloc de code pour voir la réponse par rapport à l'âge. Ce qu'on peut faire comme exemple rapide, c'est d'aller mettre ça dans une fonction. Et donc, voici comment on fait. Pour reprendre notre exemple de départ, nous allons donc définir une nouvelle fonction. Donc, c'est pour ça que dans la définition des fonctions, on commence par def. On peut définir une fonction qu'on va nommer, par exemple, vérifier âge. Donc, dans la fonction, il ne faut pas d'espace, il faut donc des caractères pour compléter la fonction. Et là, on va mettre entre parenthèses âge. Donc, c'est un paramètre de la fonction. Ça veut dire qu'on va utiliser ce paramètre pour faire des vérifications. On va prendre notre code de départ qu'on peut coller ici. Et là, il faut faire attention à l'indentation. Donc, en fait, les tabulations qu'il faut garder pour chaque partie sont très importantes. En dessous d'un if, il faut obligatoirement une tabulation. Et le if et else doivent être au même niveau que le if. Et les instructions sont bien sûr en dessous avec une tabulation supplémentaire. Donc là, on a fait notre fonction. Maintenant, si on fait vérifier âge avec 11 par exemple, donc il me dit que vous êtes mineur. Si je lui dis vérifie âge avec 17, c'est toujours mineur, parce que c'est comme ça qu'on a codé notre fonction. Si on fait 18, il me dit que on vient juste d'avoir 18 ans. Et si on fait un âge plus avancé, il dit que vous êtes majeur. Donc vous voyez que les fonctions sont utiles pour ça, pour éviter de recopier le même code partout. Et on définit une seule fois une fonction et on pourra la réutiliser à plusieurs reprises. Une fonction, globalement, c'est comme une autre variable, mais sauf que ça reprend des paramètres, et ces paramètres permettent d'exécuter la fonction sans avoir à recopier le même code encore et encore. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo où nous avons parcouru les bases fondamentales de Python. Nous avons survolé les variables, les structures de contrôle, les structures de données et les fonctions. N'oubliez pas que l'apprentissage de la programmation nécessite de la pratique. Continuez à explorer Python avec des projets et des défis pour approfondir vos compétences. Moi particulièrement, je ne suis pas très fan de la théorie. C'est important de la connaître, et vous allez la connaître à force. Mais l'important, c'est de pratiquer. Comment exécuter des petites fonctions, des petites instructions. Essayez de voir si vous avez quelque chose, un projet que vous voulez réaliser, automatiser quelque chose avec Python, vous pouvez le faire. Vous pouvez même analyser des images avec l'intelligence artificielle, avec Python, analyser des données, etc. Donc, on va dire, les idées ne sont pas limitées, sont illimitées. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec Python. Donc, avec ça, donc dans la description, vous trouverez les liens vers des cours et des documentations de la communauté Python que vous pouvez utiliser, le lien vers le site python.org pour pouvoir télécharger Python et l'installer. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futures vidéos sur la programmation et la technologie.